Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre tailgate de l'été. Aujourd'hui, donc, avec Sébastien. Seb, salut, comment ça va? Salut Yaya, ça va très bien. Bon, alors, c'est notre thème en l'absence de Flav. On amène un peu d'expertise. Pas que Flav n'en amène pas, hein, mais c'est que, voilà. Aujourd'hui, après les équipes qui jouent gros, après les joueurs qui jouent gros, on va voir les quarterbacks qui jouent gros. Alors, vous avez l'habitude, depuis le début où on fait ce petit rendez-vous de ceux qui jouent gros. On a fait des choix, on n'a pas pu citer les 32 quarterbacks, même si on aurait pu un peu tous les citer parce que c'est le poste le plus exposé. Donc, on va commencer, on va commencer tout de suite par la grosse signature de l'été, enfin le gros transfert de l'été. Il est sorti de sa grotte, c'est Aaron Rodgers. Alors, Aaron Rodgers, a été transféré. Alors, il n'a pas été transféré tout seul. Il a amené toute sa smala avec lui pour être bien, mais du côté des New York Jets. Alors, pour toi, est-ce que c'est lui qui joue le plus gros de tous les quarterbacks ou pas? C'est très très difficile à dire. Moi, je pense qu'il joue. Alors, il joue gros, il joue pas gros. Je vais expliquer pourquoi. Ok. Pour lui, changeant de paysage après avoir été la figure du commandeur indéboulonnable à Green Bay, comme tu l'as dit, plutôt les Jets lui ont fait venir plein de copains du coin pour qu'ils se mettent bien. Et il est évident qu'ils ont de très très gros espoirs avec cette signature, d'autant que on a appris qu'il avait prolongé un petit peu, hein, Oui. le coquin. Donc ça voudrait dire, et là je bats mal coulpe par rapport à ce que j'ai pu dire les semaines précédentes, que ça s'inscrirait dans une sorte de durée, donc qu'il y aurait un plan et pas seulement une tentative de coup à la Rams, comme on a pu le voir il y a quelques années, de construire un très gros effectif euh, pour tenter d'aller chercher un titre. Alors, juste une petite chose, il y a eu une citation en interview, il nous a sorti une de ses fameuses punchlines à la Aaron Rodgers. Il a dit que, parce qu'on lui a pas, comme c'est en ce moment les intronisations au Hall of Fame, alors vous, c'est pour bientôt. Il a dit non, 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 c'est pas pour bientôt. Je compte jouer encore 8 ou 9 ans. Ah, 8 ou 9 ans quand même. Oui, 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 tout à fait. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Bon, on va dire que c'est une punchline, hein, on va dire ça. On va D'accord, dire ça ok. parce que je pense qu'il y a comment dire, une réalité physique et biologique qui va le rattraper à un moment. Il a plus 25 ans, notre brave Aaron, donc peut-être qu'il voit ses limites un petit peu trop loin, qu'il voit la frontière un petit peu trop loin. Toujours est-il que donc je disais, il joue gros, il joue pas gros. Alors il joue gros, oui, parce que si ça rate, ça va être un échec épique. Alors là, par contre, je me répète, ça va être un échec épique, ça va être un véritable accident de voiture. On aura un des plus grands QB de l'histoire, je veux dire Hall of Famer, first ballot, ce que tu veux, qui va se planter et qui va planter avec lui un club qui n'a pas besoin de ça. Mhm. Et en même temps, quand tout ça se sera fini, quand il aura fait ses 3 ans ou ses 5 ans aux Jets, dans sa carrière, ça comptera pour quoi? De quoi on va se souvenir? Si Rodgers se plante aux Jets, de quoi on va se souvenir? On va se souvenir du MVP flamboyant des Packers ou du type qui a tanké les Jets? euh, Qui se souvient de Brett Favre aux Vikings et aux Jets? Oui, bon, toi, mais parce que, et moi aussi, mais c'est parce qu'on a mauvais esprit. Voilà. Oui. Euh, quand on parle de Brett Favre, on pense aux Packers. On pense ni aux Vikings, ni aux Jets. Quand on parle de Joe Montana, on pense aux 49ers. Oui, On pas, pense pas aux les... Chiefs. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, quand tu me parles de Brett Favre, moi, ça se part toujours, hein, Oui, ce qu'on toujours, parle. bien sûr, forcément. C'est hors concours, ça se part Ah, sur d'accord. ça. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il y a, une fois de plus, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Je pense que ça va être une des storylines de cette saison, une des histoires à suivre. Aaron Rodgers aux Packers. En plus, on va en avoir l'occasion
avec Hard Knocks qui commence sans tarder. Oui, la semaine prochaine. Ouais, tout à fait, dès la semaine prochaine, en effet. Ah, ça file, dis donc, c'est incroyable. Et puis, on parle de lui pour être du casting de la saison 2 de quarterback. Donc, du Aaron Rodgers, on va en manger. Ouais. Comme en plus, on sait très bien qu'il a le sens aussi de la punchline et qu'il a une personnalité qu'on va qualifier de atypique ou flamboyante. Si tout se barre en cacahuète, ça. Alors sur le terrain, ça risque d'être triste. Dans les gazettes, par contre, on risque de bien s'amuser. Oui, alors ça, c'était l'objet d'une de mes relances. Est-ce que toi, tu penses que la presse de New York, qui on sait est la plus acerbe de tout le pays, est-ce que toi, tu penses qu'ils aiguisent déjà les couteaux? Moi, je pense qu'ils en rêvent. Tu vois, le New Ouais, York Post ou ce genre ils en rêvent. Je pense qu'il y a certains tabloïd. bouillards qui en rêvent la nuit. Vraiment. D'accord. Et c'est un petit peu le problème récurrent du côté des Jets. C'est que c'est aussi euh, les, la franchise de New York où le New York Post et notamment aiment fracasser. Parce que c'est l'autre franchise de New York. Oui. Voilà. Oui, non, mais oui, oui. C'est entre autres pour ça. Et Aaron, il attire déjà beaucoup de lumière sur lui. C'est normal, hein, c'est une superstar de la ligue. Il attire déjà beaucoup de lumière sur lui. Euh, Si sur le terrain ça marche pas, ou alors si hors terrain il fait, disons, un pas de travers, quoi que ce soit, hein, Ouais, ils vont être impitoyables. ouais. Tu vois, sa retraite au fond des bois là, ou au fond d'une grotte ou que sais-je, ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Imagine ça à New York. Ouais. Surtout que, Imagine s'il avait sorti ça parce que maintenant, on va dire que ça fait partie. Voilà, on va dire que ça fait partie du package Aaron Rodgers. Voilà, il prend des substances psychédéliques, il fait des retraites dans le noir, sans chauffage et tout ce que tu veux. Il vit dans une grotte. Ok, d'accord. Mais imagine s'il avait sorti ça pour la première fois à New York. Mais ouais. Et surtout qu'il n'a pas connu cette pression médiatique du côté du Wisconsin. je pense que c'est une pression. Alors, c'est une Différente. pression différente. C'est une pression différente. Mais en même temps, euh, comment Rodgers vivrait-il le fait d'être noyé dans la masse, entre guillemets, à New York? Ok, ok. Bon, ça va être effectivement. Alors lui, donc on le classe dans il joue gros quand même. Il joue gros quand même. Il joue gros quand même, et par extension, les Jets jouent très gros avec Ouais. lui. Donc juste une petite chose, il est monté cette semaine au créneau pour défendre son coordinateur Nathaniel Hackett que Sean Payton avait attaqué en disant que ce qui était fait du côté des Broncos, c'était ni fait ni à faire, que c'était qu'il allait faire tout l'opposé. Lui, autant Hackett a été plutôt sympa, et lui, il est tout de suite monté au créneau pour le défendre. Mais c'est tout à son honneur, et la déclaration de Sean Payton, enfin, honnêtement, moi j'ai eu l'impression d'entendre un type qui dit si ça marche pas, c'est pas de ma faute, parce que c'était dans cet état quand je suis arrivé. Et Ouais. moi, je fais ce que je peux, mais je suis pas magicien. Euh, j'ai l'impression que Payton, il commence déjà le damage control avant même que le Ouais. kick-off ait été donné. Il sort même plus le parapluie, c'est un parasol, voire au-dessus, quoi. Ah, complètement, il sort le bouclier, quoi. Mais bon, c'est pas très classe, et puis deux, je suis désolé, mais le boulot du coaching staff précédent, c'est pas un totem d'immunité, hein. Il a pris le job, donc Ah bah il il est quand savait. même pas arrivé sans Oui. savoir quelle était la situation. C'est loin d'être un débutant. Il a un petit peu rétro-pédalé sur sa déclaration. Mais du coup, Après, ça à va. l'américaine, c'était une erreur, j'essaie de m'améliorer, mais enfin, voilà, si avec son niveau d'expérience et à son âge, il ne sait pas comment ça se comporte un coach, c'est un peu triste.
Mais du coup, en plus, les deux équipes se rencontrent au cinquième match, Oui, cinquième semaine. 5e Ça, journée, je crois bien, oui. ouais, ça promet de chaudes retrouvailles. Et si les Jets sont déjà en difficulté, soit ça peut être le match bascule. Ça peut être le match bascule, celui qui, s'ils sont en difficulté, ça peut être le match qui peut les relancer. Ça peut aussi être celui qui va les enfoncer. C'est encore un petit peu trop tôt pour le Oui, bien dire. sûr. De toute façon, comme pour Aaron Rodgers, comme pour tous les joueurs qu'on a évoqués et tous ceux qu'on va évoquer, la vérité, ça sera celle du terrain. Ouais. Mais effectivement, là, c'est là où on verra ce qu'ils en, où ils en sont. On va passer aux joueurs suivantes. Est-ce que tu as tout dit pardon, sur notre ami Aaron Rodgers? Écoute, on a fait le tour, on a même débordé sur Sean Payton, donc c'est dire si on a fait le tour. D'accord. On ne parlera pas de ses tenues vestimentaires et Non. on ne pariera pas sur ses tenues vestimentaires. Ce n'est pas la reine d'Angleterre. Allez, on passe au deuxième joueur fort intéressant. C'est une franchise dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. C'est Jimmy Garoppolo des Raiders. Alors, les Raiders, qui ont, comment dire, n'ont pas été très très élégants avec leur quarterback de franchise qui était là depuis très longtemps, des Rackars, qui l'ont coupé. Et ils ont fini la saison, on ne sait pas comment, et ils récupèrent Jimmy G, qui retrouve McDaniels, qui était son coordinateur quand ils étaient tous les deux du côté des Patriots. Alors pour toi, déjà, est-ce que Jimmy G va jouer? Parce qu'on ne sait pas si c'est sûr, puisque à la visite médicale, ça ne s'est pas très bien passé. Et visiblement, la blessure qui l'a tenu éloigné des terrains l'année passée n'est pas consolidée. Toi qui l'as connu, puisque tu es, je le rappelle, fan des Niners, toi qui l'as connu aux Niners, qui a fait passer un cap aux Niners, il faut quand même dire ce qui est. Est-ce que toi, tu vois le bon fit du côté? Et aussi, est-ce que il est le joueur idoine pour ça? Et est-ce que s'il ne réussit pas, c'est fin de carrière? Bon, là aussi, c'est compliqué parce que Garoppolo, on peut lui reprocher deux choses. C'est une forme d'irrégularité. Et puis, ben, bien sûr, sa capacité à rester en bonne santé, ou plutôt à ne pas rester en bonne santé, parce qu'il a quand même, au-delà de sa blessure au pied, il a quand même un petit palmarès. Hein, c'est 30 matchs loupés sur blessure sur les 5 dernières saisons. C'est quand même pas rien. Et les Raiders sont tellement, comment dire, euh, prudents sur son cas qu'ils ont quand même ajouté une clause très particulière à son contrat, ce fameux addendum G qui dit que si s'il passe pas le physical, ben, il sera pas payé, et que deux, s'il se reblesse au pied en jouant au football, eh ben, il sera pas payé non plus. Donc c'est dire si ils sont plus que circonspects sur son état de santé. Je crois même que je crois que c'est une clause qui est jamais vue en NFL. Enfin, Mm. à titre personnel, j'ai jamais entendu parler d'une clause pareille. Je suppose que c'est légal parce que je pense que ça doit passer entre les mains de, Des de, juristes. de juristes très, 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 très qualifiés et très bien payés pour faire ça. Même si les juristes du Nevada sont particuliers. Hein, C'est vrai que j'avais oublié cette dimension-là. On est dans le Nevada et ce qui est illégal ailleurs ne l'est pas forcément à Las Vegas. Après, est-ce que c'est le bon fit? Pareil, ça va être compliqué. Il faut qu'il reste en bonne santé. Il faut déjà qu'il mette un pied sur le terrain, oui. en mauvais jeu de mots. Et puis, il faut qu'il parvienne à rester en bonne santé. Tu parlais de la façon dont les Raiders ont traité Carr la saison dernière. Il faut quand même rappeler que à 2 journées de la fin, ils ont quand même dit bon, ben, c'est pas la peine que tu viennes bosser. Hein. Voilà, c'est bon, c'est terminé, tu passeras à la compta, ce qui est quand même moyen classe. À Euh, classe, comme diraient les Robins des pas Bois. classe. En effet, Jimmy G, il a travaillé avec Josh McDaniels aux Patriots. Il a quand même un atout avec lui, c'est Davante Adams. Mhm. On a quand même trouvé pire comme arme offensive.
En revanche, on va dire que je vis dans le passé et que je reviens sur la semaine dernière. L'absence de Josh Jacobs, dont on ne sait pas encore si elle va se prolonger ou pas, ça va peut-être pas non plus plaider en sa faveur parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de solutions de repli. Il joue gros, c'est évident. Si sa blessure se consolide pas, ça va être très compliqué pour lui d'aller se vendre ailleurs. Je rappelle d'ailleurs que la saison passée, les 49ers l'ont re-signé in extremis pour un an, pour qu'il aille à l'origine, pour qu'il aille sur le banc. Il devait être le remplaçant de Trey Lance. Et s'ils l'ont signé, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a dû se précipiter pour lui faire une proposition à ce moment-là. Parce que moi, j'ai souvenir que c'est une signature en plus qui intervient assez tard dans l'intersaison. J'ai vraiment plus les dates en tête, parce que j'ai une très mauvaise mémoire des dates, c'est terrible. Ouais, c'était à la fin août. Hein. Mais je crois que c'était dans la dernière ligne droite, avant le début de la saison régulière. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui s'est précipité à l'époque. S'il bosse cette année, je pense pas qu'il y ait grand monde non plus qui se précipite. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que maintenant, ce serait pas un quarterback un peu à la Fitzpatrick qui va mettre en couveuse le temps d'assimiler les systèmes, d'expliquer les systèmes, et puis après, lâcher l'oiseau, le faire partir du nid, quoi. C'est-à-dire une couveuse à quarterback. Un QB de transition. Oui. Pour préparer l'avenir. Alors, je suis pas très au point sur les drafts récentes des Raiders, mais est-ce qu'il y a déjà un QB d'avenir? Et puis, il y a quand même aussi une dimension qu'il faut pas oublier, c'est que Garoppolo, il a une mentalité de winner. Il sait s'arracher pour gagner des matchs quand il le faut. Je pense qu'il mettra quand même pas un genou à terre sans se battre. D'accord. Ça a été beaucoup repris par les médias américains. On sait qu'ils sont un peu caustiques. Quand Trey Lance se blesse, qu'il a le sourire à la semaine 2. Oui. Il y a certains fans des 49ers qui ont eu le sourire très intérieur, certes, mais qui ont eu le sourire aussi quand c'est arrivé. Je ne dirais pas si j'en fais partie, je reste neutre sur ce point-là. Bon, après, Trey Lance, c'est... Voilà. On ne fera pas le débat sur Trey Lance. Non, on va pas refaire le débat sur les quarterbacks à San Francisco, parce je pense en plus on va avoir souvent l'occasion de le faire dans la saison qui vient. Oui. Ou pas. Ou pas. Oui, ou pas. D'ailleurs, peut-être que ce sera clos très rapidement. Mais ce qu'on peut dire sur la période de Jimmy G à San Francisco, c'est qu'à partir du moment où il est arrivé dans l'équipe, il y a eu un vrai pas en avant et ça a permis de devenir un contender. Moi, ça a quasiment guéri ma dépression à cette époque-là, son arrivée, parce que, souvenez-vous, regardez les matchs des Niners, il fallait avoir le moral pour pas sombrer dans l'alcoolisme ou la drogue. Ou les deux. Dès qu'il arrive, et en plus, ça se fait très, très, très progressivement, mais dès qu'il arrive, il y a du mieux, ça commence à gagner. D'abord, ça arrache des victoires, après, c'est un peu plus dominant. Oui, évidemment, il a apporté beaucoup au club. Après, il reste encore irrégulier. Il nous a quand même amené à une finale. Faut pas l'oublier. Avec 3 passes lancées en championship. Oui, tout à fait. Mais parfois, c'est ce qu'il faut. Voilà. Oui, mais c'est le style Shanahan aussi qui est. Le style Shanahan. Et même il y a eu un moment, Garoppolo, lors de son arrivée, on lui demandait juste de produire du jeu et de ne pas faire de bêtises. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demandait. On voulait un mieux parce que ça nous partait quand même de très, 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 très loin. Souvenez-vous, Brian Hoyer, petit ange. Non, il est encore là. Je crois qu'il est encore là. Oui, mon Dieu. Ouais. Oui. Et c'était un sujet de moquerie récurrent de ma part.
On va passer au quarterback suivant. Un autre qui joue beaucoup, qui joue gros. Ça a été un buster trade de l'an passé. L'année 1, j'ai envie de dire l'année -1 était quelque chose. On parlait de son coach tout à l'heure, Sean Payton. C'est Russell Wilson. Alors, Russell Wilson, qui était flamboyant du côté de Seattle, qui du côté de Denver, ça a été compliqué l'an passé, entre blessures, équipe qui ne tournait pas. Il n'a pas réussi à se faire au système d'Hackett. Toi, comment vois-tu, est-ce que tu le vois rebondir déjà, ou est-ce que tu penses que Russell Wilson, il était bien dans le système de Pete Carroll et que Pete Carroll était un très bon coach pour masquer les carences de son quarterback, ou est-ce que c'était juste une année sans et que ça reste toujours un quarterback élite capable d'amener son équipe loin, parce qu'il y a quand même des choses du côté de... Oui, on peut légitimement se demander, après la saison passée, si Russell Wilson, ce n'est pas un quarterback de système. Peut-être que la saison dernière, c'est un accident. Les accidents, ça arrive. Même si dans son cas, il était quand même spectaculaire, parce que 2021 à Seattle, 25 TD, 6 interceptions. 2022 à Denver, 16 TD, 11 interceptions. Aïe. Et plus mauvaise attaque en termes de points, quasiment. Plus mauvaise attaque en termes de points. Enfin, ça a été catastrophique dans certaines de ces catégories statistiques. Wilson, il a fait la pire saison de sa carrière. Je pense que c'est une saison qu'il aimerait oublier. Sean Payton, il est chargé de tout réparer à Denver et en particulier de réparer Russell Wilson. Disons que si sa contre-performance se confirmait cette saison, la question qu'on pourrait se poser à Denver, c'est est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise à 245 millions de dollars, quoi. Ouais. Alors, en plus, Sean Payton, on l'a dit tout à l'heure, s'est un peu mis la pression et a un peu mis la pression sur l'équipe avec cette déclaration. On sait les qualités qu'il a. Il a quand même gagné un Super Bowl avec les Saints. On peut l'évoquer, hein, Flav n'est pas là. On peut évoquer tranquillement les Saints. Mais émaillé de certains soucis aussi. Mais il a surtout très bien relancé Drew Brees. Est-ce que c'est peut-être pas le meilleur fit, tous les deux, un coach, un quarterback qui ont beaucoup approuvé cette année? Oui, ça peut créer une dynamique. Effectivement, Payton, il a relancé Drew Brees pour en faire Drew Brees, en fait, oui, qui était arrivé de San Diego et qui s'était fait lâcher par son club d'une façon quasi honteuse. Après, je pense qu'il joue là-dessus parce que très récemment, Sean Payton, il a une petite déclaration aussi. Il parlait d'un des backup quarterbacks de Denver, de Jarrett Stidham, qui a 26 ans. Et il dit Stidham, il peut très bien devenir titulaire dans la ligue. Il a le talent pour. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre discrètement un petit coup de pression aussi à Wilson en lui disant s'il faut le petit sur le banc, même s'il n'est pas prêt, si toi t'assures pas, il va prendre ta place. La chasse est ouverte. Est-ce que c'est un vrai coup de pression? Est-ce que c'est pour créer une émulation? Ou est-ce que c'est juste une déclaration? Il veut être élogieux sur un de ses backup quarterbacks. C'est compliqué à savoir. On va voir si le fonctionne. Par contre, s'il ne fonctionne pas, pareil, ça va être un drama incroyable. Parce que, une fois de plus, alors, il n'y a pas la magnitude médiatique de New York, mais les Broncos à Denver, c'est quelque chose, quoi. Ah oui. Et puis,
c'est une ville qui a gagné en hockey, qui a gagné au basket. Donc, du coup, il y a un peu une certaine exigence maintenant qui est arrivée dans la ville, parce qu'avant, le hockey avait gagné, mais c'était surtout le foot qui avait gagné. Et puis, des grandes dynasties, que ce soit John Elway, qui a fait des années, Peyton Manning qui est venu, voilà. Alors voilà, tu vois, je rebondis là-dessus. Manning, Elway, depuis Manning au poste de quarterback, Denver, c'est compliqué. Bah, ils ont essayé de faire venir des quarterbacks, mais la greffe n'a jamais prise. Oui, et puis bon, disons que il y a eu toute une succession de ce qu'on va appeler des quarterbacks de second plan aussi, Broncosweiler, dont on a cru qu'ils étaient l'avenir. Donc là, avec Wilson, ils essaient de refaire le même coup, sans doute, mais différemment qu'avec Peyton Manning, c'est-à-dire faire venir un gros nom qui va faire redécoller la franchise. oui. Bon, pas de bol, la saison dernière, ça a tanké. Est-ce que c'est rattrapable? On le saura. Ça aussi, une des storylines très intéressantes pour la saison à venir. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, Denver va être une des équipes à suivre cette année, notamment pour le poste de quarterback. Effectivement. Parce que, honnêtement, vu la saison qu'ils font, ils auraient eu une attaque qui tournait, ils auraient pu embêter dans leur division, et ils ont aussi pas de bol parce ils tombent dans une grosse division. Ils sont dans une grosse division. Ils sont dans une très très grosse division, va falloir en sortir. Donc, Oui. et c'est là aussi que pour moi c'est le mystère. Parce que si on se base sur la saison dernière, si on se base vraiment là-dessus, sur les données brutes et les résultats, on se dit, il n'y a pas moyen qu'ils sortent de cette division. Mais est-ce que l'électrochoc Peyton, ça peut les transformer en tête d'affiche? Moi, je pense que la question reste ouverte. Et est-ce que la franchise n'a pas le couteau sous la gorge, mais Wilson doit montrer des choses? Ah, ça c'est impératif. Voilà, mais parce que c'est l'année 1. C'est souvent des cycles en NFL. Et là, clairement, c'est un début de cycle. Absolument. Le but, c'est tout remettre en ordre de marche. Ça commence toujours par le staff. Quelques joueurs, en général, ça commence par la défense. Et après, une ligne. Et après, des choses. Mais là, tu as déjà tradé pour un quarterback. Donc, tu as ton quarterback. Ce qui est le plus dur à avoir. Oui, et puis quel quarterback surtout. Oui, tout à fait. Voilà, tu parles d'un QB qui était une star de la ligue et qui flambait à Seattle, même si sur la fin, entre lui et Pete Carroll, les relations étaient plus forcément au beau fixe. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Donc, tu avais quand même un effet waouh la saison dernière. Yes, Russell Wilson à Denver, ça va donner. Et puis non, ça a été une au-delà de la déception même. Ouais, tout à fait. On a pris quand même pas mal de temps déjà. Si on veut pas faire un podcast de 3 jours, hein, on aime bien, hein, mais quand même, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les noms d'après, si ça ne te dérange pas. On va commencer par quelqu'un où ça a été le drama l'année dernière et il a été longtemps blessé. Il a eu son gros contrat, il a eu un nouveau BFF, c'est Lamar Jackson. Pour toi, est-ce que lui aussi joue gros cette saison? Moi, je pense que ce que l'on attend de Lamar Jackson, c'est de retrouver celui qui a été MVP en 2019. D'accord. Toujours extrêmement athlétique, je veux dire, 17 touchdowns à la passe, 2242 yards bon, sur une saison tronquée, et il rajoute 764 yards au sol. Oui. Lamar Jackson, c'est un quarterback qui peut courir. Et ça, c'est toujours une donnée intéressante. Après, toi, comme tu me l'as déjà dit par le passé à son sujet, certes, il a un jeu risqué, mais une fois de plus,
avec les années, avec la maturité, avec l'intelligence, cette capacité à courir, je suis certain qu'il finira par l'utiliser à bon escient, comme il Ok. le fait déjà quelque part. C'est-à-dire ne pas chercher à être absolument le leader au sol de son équipe, mais rester cette menace permanente pour les défenses adverses. Oui, il joue gros parce qu'il va revenir de blessure et qu'on attend beaucoup de lui. C'est en ça qu'il joue gros. Blessure au genou de mémoire, je crois. Donc, faut voir pour courir, avoir deux genoux, c'est quand même plutôt important. Donc, C'est est-ce qu'il mieux va d'en avoir un, je te l'accorde. oui. Est-ce que du coup, il va pas être ciblé? Est-ce que on connaît la terrible AFC Nord avec son combat de tranchée, prendre un TJ Watt, prendre un Miles Garrett. Je vais répondre à ta question par une question, Yannick. Est-ce que Vas-y. tu crois qu'il n'est pas déjà ciblé? Est-ce que, Mais est-ce que tu peut-être crois, pas, est-ce que peut-être tu pas, crois peut-être. que les défenses de l'AFC Nord le laissent faire ce qu'il veut alors que ça fait déjà quelques années qu'il leur met la misère? Ouais, mais dans le sens où bah avant, il visait pas forcément le genou. Ah, bah excuse-moi, vieux. Tu vois, des Oui, coups. d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Euh, On parlait de Peyton tout à l'heure, hein, c'est pour ça, hein. oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, je, je doute que ce soit vraiment une dimension si importante que ça dans l'opposition qu'il va rencontrer. Je pense vraiment qu'il a besoin de rebondir après cette blessure, parce il était sur les bases d'une bonne saison, hein, statistiquement, pour lui avant de se blesser. Ouais. Voir s'il peut conserver cette constance et cette ampleur dans le jeu, ce volume dans le jeu après sa blessure. Pour moi, le vrai point d'interrogation, il est là. Au-delà des résultats après des Ravens, etc., ce que tu veux, mais ça serait Ouais. vraiment une ouverture sur le club et c'est pas vraiment le sujet. Est-ce qu'il peut conserver son niveau? D'accord. Ok. Euh, on parlait de Lamar Jackson. Il y a un petit peu le Lamar Jackson 2.0 ou 1.5, ça dépend des points de vue. C'est du côté de Chicago, Justin Fields. Toi, pour toi, est-ce que lui aussi joue gros? Parce que il a fait dans la saison, on va dire, compliquée, pour pas dire autre chose, des Bears. Il a été à peu près la seule éclaircie et quand on lui a amené quelques comment il s'appelle son receveur de Pittsburgh, voilà donc Alors, Justin Fields. Je vais peut-être pas me faire que des amis sur ce coup-là. Fields, statistiquement, entre 2021 et 2022, oui, il y a une très chouette progression. L'année dernière, il lance 2242 yards et il rajoute 1143 yards au sol et 8 TD. oui, C'est chouette. Euh, Là, je pense vraiment que les Bears veulent lui donner une chance de se développer, parce qu'ils ont fait venir oui, DJ Moore pardon, des Panthers pour cette saison. DJ Moore, c'est au moins 1100 yards depuis 2019, donc c'est ouais, de la constance. Ils ont drafté des linemen, ils ont drafté Darnell White et Braxton Jones lors de la dernière draft, donc deux tackles. Euh, donc, on veut lui donner des armes. oui, Après, mon souci, c'est que moi, je me demande si. Alors, je disais que Lamar Jackson, c'est un QB qui court. Je me demande si Justin Fields, c'est pas un running back qui lance. Je me pose vraiment cette question parce que euh, il est extrêmement athlétique. C'est un monstre athlétique. ouais, Mais j'ai l'impression que lors de chaque match, il va nous sortir deux, trois jeux absolument extraordinaires. C'est une machine à highlights. oui, Mais que ça cache un petit peu la ça misère. cache un petit peu le reste. Voilà. Oui, Ça cache un peu le reste. Et moi, j'ai mis des doutes assez légitimes. Alors, dernièrement, il a eu quelques déclarations. Voilà, il s'autoproclame dans le top 5 des QB coureurs de l'histoire de la Ligue. Et il a sorti qu'il voulait lancer 4 milliards cette saison. 4 milliards, on va déjà essayer d'accrocher les 2500 ou les 3000 et puis on parlera des 4000 un petit peu plus tard. Euh,
est-ce qu'il a dit ça juste pour créer le buzz, comme disent les jeunes en 2023, ou plutôt comme disent les vieux qui se prennent pour des jeunes en 2023? Ou est-ce que vraiment on a un petit problème d'ego qui serait un surgonflement des chevilles ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à le lire. D'accord. J'arrive pas à lire. Après, quand il fait ce qu'il fait, quand il fait son truc sur le terrain, je trouve ça extraordinaire, hein, comme tout le monde. Mais et j'ajoute que j'espère de tout mon cœur avoir tort. Ouais. Alors, quand tu parlais d'ego un peu surdimensionné, déjà pour rentrer sur le terrain, il faut un ego surdimensionné. Bon, des fois, il faut qu'il soit bien placé. C'est peut-être ça. Et Voilà. après, entre le vœu pieux et la réalité, des fois, il y a une grosse différence. Je te rejoins sur le fait que on ne sait pas ce qu'on a en fait. Mais Chicago, de son côté, sait ce qu'il a puisqu'ils n'ont pas hésité à trader leur premier choix de la draft, qui est, on sait ce que représente un premier choix de draft pour récupérer DJ Moore, pour lui donner une cible de plus. C'était Chase Claypool. Voilà. J'avais perdu son nom également. Ouais. Donc ça lui fait 2 cibles. Alors après, Moore, ça peut être une première option, on va voir. Parce que lui aussi, il était du côté de Caroline. Il était en train de se révéler. On va voir ce que ça va donner. Il aura des cibles. Le jeu au sol, de mémoire, bof. C'est pas non plus c'est plus non plus le Chicago d'antan. On va voir. Ça va être une équipe, pour moi, qui va être à suivre. Mais surtout, c'est lui pour sa carrière. C'est que dans une équipe où il y a un peu rien à perdre, lui, il va avoir besoin de montrer des choses pour sécuriser sa place. Parce qu'effectivement, même s'il court beaucoup, de mémoire, les quarterbacks qui courent énormément, ça fait pas long feu et ils s'exposent énormément. Il y a la différence en être mobile et en étant un joueur qui court, qui prend la place d'un running back. Une fois de plus, c'est le type de joueur, tu vois, comme ce qui est arrivé à Lamar Jackson, et je pense que c'est ce qu'on verra pour lui la saison prochaine. C'est le prototype de joueur. Quand ils prennent un gros méchant hit qui va les blesser et les laisser sur la touche pendant 6 mois ou 1 an, ils commencent à courir plus intelligemment. J'espère, je le souhaite. Voilà. Moi, je vais prendre l'exemple de Michael Vick, avant qu'il se recycle dans l'élevage canin. Il y a une saison où il se fait péter la jambe sur, justement, je crois que c'est sur une de ses courses. Il reste bien sûr sur la touche pendant, je crois qu'il rate la fin de saison. À son retour, il reste un très bon joueur. Il sort moins de la poche, mais par contre, toutes ses courses, elles ont de la signification. Oui. Il va moins courir, mais elles sont beaucoup plus impactantes et il réussit quasiment à chaque fois un big play. Oui. Donc, il y a une intelligence aussi à acquérir pour ça, mais parfois, il faut qu'elle rentre un petit peu à coup de casque. Et après, c'est un style de jeu qui est risqué, oui, forcément. Et s'il arrivait là, cette année ou la saison prochaine, ce genre d'incident à Fields, je pense que je ne sais pas qui les Bears sont derrière, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de savoir qui est le remplaçant. Ouais, complètement. Mais ils ont fait de la place pour lui montrer la confiance. Okay. Après, les Bears croient au projet et je comprends qu'ils croient au projet, hein, précisément. Ouais. Ils construisent intelligemment autour de lui jusqu'ici. À voir. J'ai un peu plus de doutes de mon côté. Mais je ne le cache pas. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que moi, je doute du joueur. Moi, je ne suis pas vendu intégralement non plus. Hein. Attention, je rappelle que j'ai quand même tempéré mes propos au début de mon intervention à son sujet. Mais on ne peut pas nier que Chicago met les moyens et a une volonté de construire autour de lui. Tout à fait. Avant de parler d'un autre
quarterback où la franchise construit beaucoup autour de lui. On va parler juste d'un autre quarterback qui a besoin de gagner cette fois. On l'a vu cet été dans Quarterback, la série de Netflix, c'est Kirk Cousins. J'allais dire, you like that, you like that. Mais est-ce que au bout d'un moment, du côté du Minnesota, on va pas avoir marre que c'est bon, ça gagne en saison régulière, c'est propre, c'est lisse, mais ça gagne pas. À sa sortie de Washington, où il a été double tagué, où lui, il était un peu, il a fait part de son mécontentement. Après, il part pour un gros contrat du côté du Minnesota. Aujourd'hui, est-ce que c'est un quarterback de système qui va te faire des choses propres, mais pas gagner, ou est-ce qu'il va enfin passer le step pour faire gagner, surtout que il y a quand même un des top 5 receveurs et un receveur prometteur avec lui. Ah, pendant que je faisais mes petites recherches pour Kirk Cousins, il y a quelque chose qui m'a frappé. Moi, tu sais à quel joueur il me fait penser? Il me fait penser à Philip Rivers, des Chargers. C'est-à-dire Il a moins un pro d'enfants. solide. Alors déjà, voilà, il peut pas créer une équipe de basket avec les remplaçants, avec sa famille. Ok, d'accord. Mais un pro solide, ça Oui. joue bien, ça fait des stats, et même des fois des grosses stats, parce que à l'occasion, Rivers, regardez ses stats saison par saison, il y a quelques saisons à 4 milliards qui sont pas piquées des verres, mais ça gagne pas en dehors de la saison régulière. Et encore, Rivers a moins souvent vu les playoffs avec les Chargers que Cousins ne les a vus avec les Vikings. Oui. Donc voilà, moi je le vois comme un pro très 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 solide. Oui. Mais lui en tant que joueur, je pense pas qu'il ait encore une marge de progression. Peut-être que les Vikings ont encore une marge de progression. Euh, je sais pas, il y a peut-être encore un moyen d'améliorer encore ce qu'il y a autour de lui, ou même en défense, que sais-je, je dis ça, c'est vraiment de la prospective, pour que l'équipe passe un step. Mais je pense que Kirk Cousins, le joueur, il a plus de step à passer, parce qu'il est déjà au sommet de ses pouvoirs. Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas excuse-moi de te couper, le syndrome du nice guy c'est à qui, possible. à qui il manque peut-être dans les. Alors, il a fait des drives de la gagne, mais il manque le petit truc un peu vicieux, tu vois, pour. L'équipe qui veut gagner à tout prix. Ouais, Ouais. C'est possible. Moi, ce que j'ai retenu de ce qu'on voit de lui dans Quarterback, c'est que c'est un vrai professionnel très appliqué. oui. Euh, Vraiment, voilà, qui même va parfois chercher des moyens un petit peu ésotériques, entre guillemets, d'améliorer sa mémoire, sa coordination ou autre, vraiment de chercher le petit edge qui va lui donner Les gains marginaux. voilà, les gains marginaux. Merci, c'est le terme que Que je cherchais. Ineos cherche en cyclisme, notamment dans sa galaxie, pour pouvoir maximiser la performance. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, c'est l'image d'un pro impliqué et appliqué, mais effectivement, peut-être qu'il manque le petit truc. Après, il y en a plein aussi des quarterbacks de ce modèle qui ont gagné des titres, et notamment parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment avec le bon effectif. Je veux dire, des Mark Rippin, des Jeff Hostetler, des gens comme ça. Jeff Hostetler, c'était encore autre chose. Mais oui. Toi-même, tu sais, n'est-ce pas? Il a lancé à Stephen Baker, intelligent au Super Bowl. Bon, bah écoute. Donc,
c'est le prototype du professionnel, Kirk Cousins. Oui. C'est le prototype du QB professionnel. Il a tout pour lui. Il a l'intelligence, il a le bras, il a la taille, il a l'implication dans son métier, dans son sport, dans son club. Il manque le truc qui te fait dire lui c'est un tueur, lui c'est un vainqueur. Ouais, mais complètement. Et c'est pour ça que on l'a mis dans cette catégorie. Est-ce que Minnesota, qui est une des équipes qui n'a jamais gagné de Super Bowl, n'aurait pas besoin justement d'un quarterback un peu plus winner? Mais est-ce que ça fitterait aussi avec tout ça? Moi, je suis pas sûr que Cousins soit le problème des Vikings, hein, vraiment. Ok. Ouais. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il soit un problème. C'est pour moi, c'est compliqué de vraiment mettre le doigt sur ce qui empêche les Vikings de passer ce step. Parce que très franchement, très souvent, on se dit, ils sont pas loin, hein. Il manque pas grand chose. Oui. Mais ça manque quand même. Mais juste un truc, il a longtemps été moqué, il est toujours moqué pour ses matchs en prime time. Oui. Alors peut-être que ça vient des routines qui sont pas les mêmes qu'il a besoin. Tu disais que c'est un grand pro, qu'il a des routines très établies. À mon avis, tu vois, avant de partir, il doit ou la veille, il doit avoir toujours ses chaussettes, ses machins toujours dans le même ordre, tout ça. Il doit manger toujours le même plat, le même caleçon, voilà. Il y a peut-être un truc. En tout cas, moi, pour revenir à Cousins, je pense que ça chauffe pour lui, clairement, parce qu'ils vont peut-être pas laisser. Et puis surtout, ils ont un receveur qui est au top, en la personne de Justin Jefferson. Ils ont fait venir TJ Hutchinson l'an passé en tight end. Ils récupèrent un nouveau phénomène en termes de receveur. Tu vois, après, là, ils l'ont prolongé d'un an encore. J'ai pas l'impression qu'ils veuillent changer de direction, hein. Oui. Ils auraient drafté un QB au premier ou deuxième tour de la draft, je te dirais, ça sent le sapin, quoi. Du moins, ça envoie un message. Mais je crois pas que ce soit le cas pour les Vikes. Enfin, je dis peut-être une bêtise. Moi, je pense qu'ils sont plutôt déterminés à continuer à lui fournir des armes, oui. Quitte à faire dans la prolifération nucléaire, en l'occurrence, en se disant que ça va passer. Bon, après, ils auront toute une saison régulière pour se chauffer et il faut savoir que la NFC Nord, pardon, excusez-moi, va être un petit peu plus aisée qu'il y a quelques années. Oui. Chicago en reconstruction, Détroit, bon, on sait qu'ils travaillent bien, mais attention, c'est toujours Détroit, et Green Bay qui est une grosse inconnue. Donc, on va bien voir. Ils ont peut-être une carte à jouer. Ils ont sans doute une carte à jouer, au moins pour sortir de la poule. S'ils ne vont pas en play-off, c'est catastrophe. C'est que là, il y a un gros problème. S'ils ne vont pas en play-off, sauf si, bien sûr, il y a des blessures et tout ça, parce qu'il y a toujours ce facteur en NFL. Okay. Évidemment, mais si on met ce facteur qui est pourtant réel de côté, s'ils ne sortent pas de la poule avec un effectif en bonne santé, c'est qu'il y aura une catastrophe. Okay. On va parler du dernier quarterback qui pour lequel qui va avoir une pour la fin. Ouais, alors on l'a mis, c'est surtout pour faire plaisir au Big Boss, qui est le plus grand fan. C'est notre ami Daniel Jones, le 6e choix de 2019, qui a été prolongé du côté des Giants. Alors, prolongé, attention, hein, pour 4 saisons, dont 2 garanties. D'accord, c'est 40 millions sur les 2 premières saisons, enfin 42 millions les 2 premières saisons. Et qui est aussi marqué parce que Saquon Barkley n'a pas été payé cette année, notamment parce que
en termes de cap space, il en prend une grosse partie. Pour toi, est-ce que Daniel Jones a risque gros cette saison? On parlait de la presse new-yorkaise. Est-ce que c'est pas son pire ennemi ne serait-ce pas la presse new-yorkaise? Après avoir gagné un voyage en play-off la saison dernière, lui aussi, il a besoin de confirmer. Et le fait que les Giants l'aient prolongé, à mon avis, ça veut dire deux choses. Un, c'est qu'ils lui font confiance. Mais deux, également, qu'il parie sur Daniel Jones. Okay. Donc, il se retrouve dans une situation où là, on n'en est plus au développement. On a besoin qu'il confirme. On a besoin qu'il produise. Et je pense notamment que ce dont il va avoir besoin, c'est lui aussi d'autres armes autour de lui. Parce que, alors, il les a eues cette année. Alors, Saquon Barkley est de retour. Ouf, je pense que là aussi, Jones, il a dû pousser un gros soupir de soulagement. Oui. Mais Kenny Golladay est parti. Oui, bah, ça, c'est pas grave. On a l'arrivée du tight end Darren Waller des Raiders, qui, à mon avis, pour les Giants, est un gros progrès au niveau du poste. Parce que c'est quelqu'un qui va amener de la production. Juste une petite chose, c'est qu'il y avait un rookie l'an passé qui était Bellinger, qui a été très bon en début de saison. Et à partir du moment où il s'est pris un doigt dans l'œil du côté de Jacksonville, a été out et ça a correspondu au creux. Donc le système de double avec deux tight ends de qualité, ça peut être pas mal. Vas-y, je te laisse. Ouais, moi je pense que ça peut marcher. Et j'ai même. Alors, même si je suis un petit peu circonspect sur la façon dont il peut être entouré sur les skills players, je vois pas de raison pour laquelle il ne confirmerait pas. Là aussi, du côté des Giants, si ça devait s'effondrer, c'est qu'il y aura une grosse catastrophe. Moi, pour ma part, je m'en cache pas, hein, je suis fan des Giants. Je Ah les bon suis. Oui, tout à fait. Ah, je savais pas du tout. Du côté, Campbell est arrivé des Colts. C'est une bonne prise. Après, tout le travail de Joe Shane, je pense que Joe Shane, le general manager, il a mis une année en disant on ne te re-signe pas la 5e, on ne prend pas l'option et montre-nous ce que tu as dans le ventre, Daniel. Il a montré, avec l'apport d'un coach qui a développé Allen à Buffalo. Est-ce que ça va faire la même chose qu'à Buffalo? Peut-être pas tout de suite, mais pour moi, c'était une année -1 l'année dernière. C'est-à-dire que la vraie année, c'était là parce qu'il fallait en premier lieu assainir les finances. La saison s'est passée comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'au premier match, tu es derrière, tu commences par un 0-13 au premier match à Memphis, et derrière, tu gagnes le match sur une conversion à 2 points sur le buzzer. Quoi de mieux pour lancer ta saison? Donc, du coup, après, tu reçois sur les 7 premiers matchs, tu en gagnes 5 ou 6. Qu'est-ce qui peut t'arriver derrière? Donc, la deuxième partie de saison est beaucoup plus inquiétante, mais il y a eu beaucoup de choses très intéressantes dans le sens de l'effectif. Donc, effectivement, pour moi, Daniel Jones joue beaucoup parce que son contrat est extrêmement raillé, parce qu'il prend trop. Mais c'est le tarif, même pour un quarterback milieu. Est-ce que les Giants ont besoin d'un quarterback élite? Dans leur histoire, il n'y a jamais eu, à part Eli Manning qui s'est sublimé pendant des runs de playoffs, mais sinon en saison régulière. Il a d'une saison sur l'autre, ça pouvait être tout ou rien en saison régulière. Oui, mais il a repoussé l'Empire à lui tout seul avec ses petites mains. Oui, tout à fait. Il a battu 2 fois, il a gagné 2 Super Bowls sur 2 runs de playoffs. Voilà. D'ailleurs, chaque année, Tom Brady lui envoie une carte pour la fête des pères, hein, c'est bien connu.
Exactement. Et oui. Et d'ailleurs, d'ailleurs, et là, il est très drôle. Mais voilà, ils n'ont pas besoin de ça. L'identité de Giants, c'est pas forcément un quarterback star, c'est un très bon quarterback qui gère le jeu, qui est capable, sur certaines saisons, de. Et l'identité de Giants, c'est surtout de la grosse défense. Elle est en train de revenir. Le front seven était un peu défaillant, surtout à cause du poste de linebacker. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine par rapport à ça. Mais moi, je pense que la pression sur Daniel Jones va plus être du côté de la presse qui va demander des comptes. Et cette année, il n'y aura pas le fait de tomber sur un calendrier facile. Ça va ça va tourner face à. Et toute la NFC East va jouer des gros matchs. Elle est compliquée. La NFC East, elle est toujours compliquée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tellement de rivalité que c'est compliqué d'en sortir. C'est une guerre des tranchées différente de l'AFC North, mais pareil, beaucoup de rivalités, de grosses rivalités. Donc du coup, d'une année sur l'autre, ça peut être compliqué. Et je pense que je parle souvent pour gagner un titre, des tâches de fusée. On attend de voir au moins une confirmation de l'équipe. Si on peut monter un petit peu, c'est-à-dire qu'au lieu de 9 victoires, en faire passer sur un double digit en termes de victoires, qui pour moi est vraiment le plafond haut, ce sera déjà pas mal. Mais surtout dans les attitudes et tout ça, voir ce qui va se passer. Donc c'est ça qui va être important du côté des Giants. Est-ce que tu as et surtout de Daniel Jones, qui devra montrer qu'il fait attention au ballon, et c'est là-dessus que ça va être regardé. Ouais, c'est ça, on attend. On a besoin d'une confirmation. Confirmation de son côté, à lui, Daniel Jones, et d'une confirmation de son club, des Giants. Bon, on aurait pu discuter toute la nuit, voire toute la journée de ce sujet, puisqu'on a toujours des choses à dire. On aurait pu parler d'autres quarterbacks. Je crois qu'on a été assez complet. On n'a pas été exhaustif, puisqu'il en manquait un petit peu. Seb, je te remercie de tes analyses, d'avoir participé à cette émission. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, puisque c'est toujours très intéressant. Chers amis, merci de nous avoir suivis jusque-là. Donc, vous pouvez toujours nous suivre et on va bientôt attaquer les previews en audio. D'ici là, vous pouvez toujours consulter toutes les previews en écrit de la part de tous nos rédacteurs. Donc, on en a pas mal et ça a été un gros travail de la part de la rédaction. Vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux, hein, vous avez l'habitude, Instagram, Twitter, enfin X maintenant, Facebook, Instagram, voilà, TikTok, et également nous suivre bientôt pour les lives, mais surtout les previews qui vont arriver. Seb, ce fut un plaisir, je te remercie, je vais te souhaiter une bonne journée, si vous écoutez aujourd'hui en début de journée, ou une bonne nuit si vous écoutez la nuit. Bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, ciao. À bientôt, salut.